J'ai eu une enfance, bon, je peux dire au début, j'ai eu une enfance heureuse. Parce que j'étais très gâtée par ma tante, que je le croyais qu'elle était ma mère. Et jusqu'à l'âge de 11 ans, elle m'a jamais montré un signe qui va me faire sentir qu'elle n'était pas ma mère. Je l'ai toujours considérée comme ma mère. Jusqu'à l'âge de 10 ans, je ne me lave même pas toute seule. Parce que pour elle, si je me lave toute seule, je ne serai pas propre. Mon manger, c'est elle qui le prépare. Et quand c'est chaud, il faut qu'elle fait tout pour le refroidir. Donc, celle-là, je l'ai perdue à l'âge de 11 ans. Elle était tombée malade. Elle ne pourrait pas s'occuper de moi. C'est là qu'on m'a amené ma vraie mère et qu'on m'a dit que c'est elle ta mère. Et que j'ai dit non, c'était pas ma mère. C'était pas ma mère est malade. On m'a dit que non, celle-là, c'était pas ta mère. Celle-ci est ta vraie mère. Et que j'ai eu du mal à m'adapter avec ma mère. Mais bon, avec ma mère, on me dit non, non, ma tante m'a trop gâtée. Donc maintenant, il faut que je travaille pour apprendre les tâches ménagères, tâches quotidiennes des femmes. Et là, j'ai perdu ma place de l'enfant gâté. Je suis considérée comme leurs enfants, ça c'est vrai. J'ai 3 petits après moi, 4 avant moi. Et on est 4 filles et 3 garçons. C'était pas facile, il faut aller laver les linges de tout le monde dans le puits. Et il faut aller dans le champ, il faut faire la cuisine. Et je vois que ma mère me met des ordres. Des ordres, on peut plus dire. Parce qu'on dit, on peut gâter et c'était pas bon pour une fille. On ne sait jamais si je me marie, que j'arriverai jamais à assumer mon foyer à ce comportement-là. Donc, ça, c'était, on peut dire. Donc, mais petit à petit, je me suis habituée. Et elle m'a fait comprendre aussi que je fais partie de sa vie comme toutes les autres. Bon, pour eux, c'est l'éducation, mais moi, je l'ai mal pris. Je n'ai pas pensé du tout comme ça. Je me disais non, parce qu'avec ma mère, celle que j'ai pensé d'être ma mère, elle ne demande pas de faire ça. Mais en fait, au début, je ne savais pas que c'était pour mon bien. Aujourd'hui, je l'explique que c'est pour mon bien qu'elle faisait ça. Parce que le souci que j'ai eu en Europe, si je n'ai pas été élevée, durement, il y a des travaux que j'ai fait ici pour m'en sortir. Je ne pense pas si j'aurai le courage de le faire. Donc ça, je la remercie beaucoup pour ça. C'est vrai, au début, je l'ai mal pris. Je me disais que peut-être qu'elle aimait plus les autres enfants que moi. Parce que c'est vrai, ma mère, c'est quelqu'un, elle ne rigole pas beaucoup. Elle ne rigole pas beaucoup. Quand elle frappe pas beaucoup les enfants aussi. Mais bon, si elle nous regarde avec le regard sévère, tout de suite, donc on comprend qu'il y a des choses qu'il ne faut pas le faire. Ça, les hommes, ils sont leur sang à part et les femmes, elles sont leur sang à part. Ah oui, oui, on n'a pas... Quand il s'agit de maïs et tout, et mil, c'est les hommes qui cultivent. Normalement, les femmes devaient cultiver que le gombo, riz et rachid. Mais bon, ma mère, elle fait le contraire. Elle cultive le maïs que les jeunes doivent faire, le mil et le rachid en même temps. Et donc, c'est vrai, pendant ce temps-là, on le voit rarement à la maison.
Donc nous, on doit faire le ménage à la maison. On doit aller prendre le lait. Parce qu'il y a l'élevage des animaux aussi. Il y a les moutons, il y a les chèvres. Donc c'est nous qui devons s'occuper de tout ça. Et faire la cuisine en même temps. Après, on doit amener le manger au champ. On n'est pas très riche, mais quand même on s'en sort avec ça. Et mon père, lui, il cultive le maïs et le mil. Il cultive le coton aussi. Par contre, ça, il vend. Quand le cultive est fini, c'est avec cet argent-là qu'il va faire ses courses. Mais le riz ou le mil, ça, non. Sauf s'il y a une autre saison qui va venir, qu'on sait que ça ne va pas finir avant la nouvelle saison. Donc ça, il le vend. Sinon, il ne vend pas. Mais bon, mon père, il a eu la chance parce que 2 fois, il a failli se faire tuer avec le poison. Vous voyez, parce que le coton, on est obligé pour que ça aille des fleurs et que le vrai coton vient. Il ne faut pas que les bêtes s'installent dessus. Parce que si les bêtes s'installent, ils mangent le fleur, c'est fini, il n'y aura plus de coton. Donc pour ça, il faut mélanger le poison et arroser sur tout le coton pour que les bêtes ne s'assoient pas. Donc lui, il est parti contre le vent. Au lieu de suivre le vent, il est parti contre le vent qu'il est en train d'arroser, que le vent est en train de le mettre sur lui après. Donc du coup, il tourne la tête, il tombe dans le pont. Depuis les enfants, ils se sont dit non, ils font plus ça parce qu'ils risquent de perdre sa vie après. Et là, on a commencé à cultiver le potiron. Et que ça amène 2 fois plus de l'argent que le coton. Ouais. Donc, du coup, maintenant, c'est tout le village qui fait. Donc, quand quelqu'un vient s'installer, c'est lui qu'on va demander son avis. Et le champ aussi, donc si les gens ils prennent le champ, on lui demande son avis pour le prendre. Parce que c'était son père avant qui était le chef de village. Après, c'était son grand frère qui est décédé. Et maintenant, c'est lui. Et par contre, quand on fait la réunion pour faire le mariage de coutume religieuse, donc il faudra que le chef de village sera présent. Et aussi, quand il y a des problèmes, pour faire le jugement entre les familles, pour les concilier. Donc ça aussi, ils font la réunion. Bon, mon père, il a eu la chance, parce que lui, il a voyagé pendant 4 ans. Il sait parler le français. Et bon, nous, on a eu la chance aussi, parce qu'avant, on disait que les Africains ne connaissent pas leur date de naissance. Voilà, mais par contre, depuis le voyage de mon père, il est revenu au pays, au village. Et chaque enfant qui est né, bon, on ne peut pas savoir le poids que l'enfant a parce qu'il n'y a pas de balance spéciale pour les enfants. Donc, par contre, la date de naissance et l'heure de naissance, ça tout est noté. Donc, grâce à mon père, chaque enfant qui naît maintenant, qui sont leurs vrais actes de naissance. Il n'y a pas de machine pour taper, mais il écrit tout sur un papier blanc que le père va prendre pour l'envoyer en ville. Là, ils vont faire l'acte de naissance de l'enfant. Donc, c'est quelqu'un qui se débrouille bien. Et que c'est grâce à ça que ces enfants ont pu s'en sortir, sauf moi. Voilà, moi qui n'ai pas eu la chance d'y aller à l'école. Comme ma tante a décidé que je ne vais pas à l'école, mon père a suivi son conseil. Parce que c'était la grande sœur. Pour nous, il ne faut pas contredire quelqu'un qui est plus âgé que toi. Surtout une sœur. Et donc, du coup, moi, je n'ai pas été à l'école. Et ça m'a trop fait mal. Parce que j'étais la seule qui n'a pas été à l'école. Ils étaient tous partis à l'école. Et comme par hasard, j'étais la première à venir ici.
et dans un pays où j'ai besoin de parler le français. Mais c'est quelque chose que franchement je ne la pardonnerai pas. Parce que si j'aurais fait à l'école au pays, je ne serais pas à ce niveau-là aujourd'hui. Donc, parce que j'ai des sœurs qui lisent leur courrier, qui l'écrivent toutes seules, pourtant ils sont mariés au village. Là, j'ai deux frères qui sont à ville là, qui sont en train d'étudier. Et que moi, je viens ici, je suis comme un handicapé. Pendant 1 an et demi, il faut être dépendant de quelqu'un. Partout où tu vas, il faudra que quelqu'un t'accompagne, même pour aller chez les médecins. Donc, ta vie intime, il faut l'expliquer à quelqu'un d'autre qui doit dire ça au médecin. Donc, c'est des choses qui m'ont trop marqué et qui a fait aussi qui m'a poussé d'aller en cours d'alphabétisation. Et au début, j'avais commencé à marquer des poissonnières. Et là-bas, c'est que 2 fois par semaine. Mais en ce moment-là, je ne pourrais même pas tenir le stylo. Il faudra qu'on me tienne la main pour que je puisse faire des mots. Et ça a continué comme ça là-bas pendant 1 an. Quand j'ai vu maintenant que je commence à comprendre, j'ai dit, moi je cherche un cours d'alphabétisation, mais je veux pour toute la semaine. Et après, on était tombé à la Kigoulle d'or. Je ne pourrais jamais leur remercier avec l'aide qu'ils m'ont fait. J'ai fait 3 ans, mais c'était comme... franchement, c'était ma... Je sais pas comment est-ce que je vais dire ça, mais c'était une porte. C'est là où je me suis retrouvée, vraiment. Donc, et mes courriers, donc, je peux les lire toute seule. Et je peux écrire toute seule. Maintenant, quand je vais à la poste, je ne demande à personne. Pour consulter mes comptes, je peux le faire tout seul. Et même l'école de ma fille, bon, en ce moment, elle m'a dépassée. Elle m'a dépassée, mais là, il faut que... Pour le moment, je vais me contenter avec ça. Donc, je sais que je ne pourrai pas faire grand-chose. Mais son cahier, quand même, si elle me montre, je peux comprendre ce qui est marqué dedans. Je n'ai pas besoin d'aller montrer à quelqu'un c'est quoi qui est marqué ici. Et je sais ce que je dois signer et ce que je ne dois pas signer. Donc ça d'un côté, ça m'a fait un peu plaisir. Moi, déjà, je l'aimais pas. Je l'aimais pas, mais je n'ose pas dire. Mais c'est la coutume qui est comme ça. C'est la coutume qui est comme ça parce que c'était pas du tout mon père qui doit décider avec qui je dois me marier. Parce qu'il y a son grand frère. Et quand c'est les enfants de son grand frère, c'est lui qui va leur donner un mariage. Déjà, il est plus âgé que moi. Si on m'avait demandé mon avis, je préfère de me marier avec quelqu'un qui est à mon âge, plutôt que de me marier avec quelqu'un qui a 20 ans ou 18 ans de plus de moi. Ça, c'était pas du tout mon souhait. Et que malheureusement, ça a été fait. Donc, du coup, mon père n'a pas son mot à dire. Même s'il ne veut pas, il va faire semblant comme si il aimait que cette mariage sera lieu. Parce qu'il avait sorti le cola après moi. Donc le cola, ça veut dire que là, la personne veut vraiment te épouser. C'est une sorte de fruit, mais on ne peut jamais se marier sans ça. Non, sans ça, on ne peut pas se marier. Sans le cola, le mariage ne pourrait pas être lieu. Parce que même si on va chez les beaux-parents pour aller leur s'allier, il faut amener le dit cola. Ça, c'est le coutume de mariage. Sans ça, on ne pourrait pas le faire. Et mon oncle lui a dit, et donc maintenant qu'il vient qu'on fait le mariage. Mais comme il n'avait pas de papier, il ne peut pas y aller. Donc du coup, lui, il a dit, donc il faut qu'il fait tout pour me faire venir ici. Du coup, mon mari avait demandé à un homme d'affaires de me faire une acte de naissance en ville. Et qui n'était pas du tout la même chose avec le mien, que j'ai 10 ans de plus. On est de 82, je suis de 72.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je me retrouve à 39 ans au lieu de 29 ans. Mais j'ai un peu peur de le frère de mon père, parce que j'avais déjà vu mes 2 sœurs se marier. Et la première, qu'elle n'aimait pas du tout son mari. Et qu'on l'a forcée jusqu'à ce qu'elle s'est mariée avec lui. Donc j'ai vu qu'on l'a frappée. Et moi, j'ai peur qu'on m'abatte. Donc du coup, j'ai fermé ma bouche. J'ai rien dit. Je ne l'aimais pas, mais j'ai pas voulu dire que je ne l'aimais pas pour éviter qu'on me frappe. Donc, je suis leurs ordres. J'ai attendu là-bas parce que c'est pas déjà facile de trouver un homme d'affaires qui est sûr qu'il va te faire rentrer. Donc c'est à cause de ça que je suis restée. Et mon mari avait envoyé de l'argent. Donc du coup, ils ont appelé mon père qui est venu à Dakar pour me récupérer et m'emmener à Bamako. Donc là-bas, il a trouvé un homme d'affaires. J'ai fait un mois là-bas. J'ai pris l'avion, on était en groupe. L'homme d'affaires nous avait fait venir au moins 6 personnes, plus avec sa femme. Donc, on était comme un tourisme qui vient de faire des formations, en fait. C'est cette visa-là qu'on nous avait donnée. Donc, quand je suis arrivée en France, j'étais accueillie encore chez notre cousin à Ivry, sur Seine. J'ai fait 4 mois chez eux. Et après, mon mari a trouvé un logement, un appartement dans le 18e arrondissement. Mais j'ai toujours la haine au fond de moi parce que ce n'est pas du tout l'homme que j'ai aimé d'épouser. Mais je me contente de faire comme si de rien n'était. Et pendant les 2 ans et demi là, j'ai vécu que de galères. Que de galères parce que d'abord, il est avec une autre femme. Donc, la vie avec mon mari dans le 18e, c'est là où je suis restée 7 mois sans électricité. Donc, même si pour laver ma fille, il faudra que je sauve de l'eau. Le toilette marchait avec un truc électrique parce qu'il n'y avait pas de toilette dans l'appartement. Le toilette était dans le couloir. Mais c'est le propriétaire qui avait installé une autre toilette à la maison. Ça, s'il n'y a pas d'électricité, ça ne marche pas. Donc, moi, à chaque fois, il faudra que je descende. C'est ma voisine qui est au 3e étage quand je vais aux toilettes. Et lui, il s'en fout parce que je peux dire qu'il n'est pas là. Le matin, il sort, il va au travail. Je le vois à quelle heure? À 23h. Donc, ma fille, qui est sa fille, et que même s'il n'y a pas de lait, je l'appelle, et il n'a pas d'argent pour acheter le lait pour sa fille. Jusqu'à le jour où il a décidé de me battre. Là, j'étais couverte de sang. Mais je n'ai jamais appelé les polices pour dire quoi que ce soit. Je ne l'ai jamais porté plainte. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ma fille, j'étais partie chez ma tante, toute seule. Je ne me suis jamais révoltée, mais c'est là que je dis non. Il n'est plus question de subir, je ne suis plus son objet. Je me suis soumise parce que je me disais que non, c'était la famille, c'est pas la peine de le mettre dans le problème, il n'avait pas ses papiers. Mais pour moi, je suis toujours là en train de le couvrir parce que je ne veux pas lui poser de problème. Avant tout, je veux divorcer, mais c'est la père de ma fille, c'est le père de ma fille. Donc, je ne vois pas que le lendemain, ma fille me dit pourquoi tu as mis mon père en prison. Ça, je ne veux pas du tout que ma fille me pose cette question-là. Donc, j'ai tout évité pour que cela n'arrive pas et ce n'est pas arrivé. J'ai continué comme ça, j'ai commencé à me battre. Ma fille, elle avait 1 an. Je l'ai laissée de matin jusqu'au soir, je vais au travail. Parce que mon mari, le jour qu'on est divorcé, il me dit que je n'ai rien vu. Parce que je ne suis pas descendue dans le métro comme les clochards allaient faire la manche. Donc, cette mot-là, je l'ai gardé en mémoire. Ouais. Cette mot, je l'ai gardé en mémoire. Parce que quoi qu'il arrive, même si je suis malade, en tant que ça ne m'empêche pas de marcher, je fais tout pour aller travailler.
pour éviter ce que mon mari a voulu que je devienne. Donc, j'ai toujours travaillé depuis 2003. Et pourtant, je n'avais pas de papier. Mais bon, Dieu m'a donné cette chance-là. Je travaille de matin au soir. Je fais mes demandes. Je montre mes fiches de paie à la préfecture comme quoi j'avais des papiers. Et j'ai un travail, je veux un papier. On me refuse tout le temps. Et que je ne comprends pas. Pour obtenir ma carte de séjour, on m'avait dit que non, il faut 5 ans. Moi, je n'ai pas attendu 5 ans. 2004 aussi, j'ai fait. Ils sont refusés. Parce qu'on m'a dit qu'encore, je n'ai pas 5 ans. Les 5 ans, j'ai fait. On m'a encore refusé. On m'a dit que... Donc là, ils m'ont rien dit. On m'a dit seulement d'obliger de quitter le territoire. Et puis, cette papier aussi, si je l'ai, je peux dire que c'est la ouverture de toutes mes portes. Parce que pour trouver un logement, mon logement aussi, depuis 2006, je fais les démarches pour trouver un logement. Partout où je passe, mes dossiers sont complets, mais la seule chose qui manque, c'est le titre de séjour. Et c'est la première des choses à laquelle on doit me donner. Et ça, j'en ai pas. On me dit tout le temps, madame, vous avez très bien qu'on ne pouvait pas vous donner un logement parce que vous n'avez pas de papier. Si on vous donne un logement que vous n'avez pas pu le payer, qui le payera pour vous? J'ai perdu ma mère, là ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai perdu ma mère. Je n'ai jamais vu sa tombe. J'ai pas de papier, je ne pourrais pas partir. Et je n'ai jamais su comment est-ce que ma mère est partie. Et ça, je crois que je ne le saurais jamais. Et ça c'est quelque chose que je ne peux jamais oublier. Ça va m'accompagner dans ma tombe, mais je ne pourrai jamais. Donc, les parents, on ne pourrait pas savoir que c'est un médicament, c'est un vrai médicament pour les parents, mais on ne peut pas le savoir en tant qu'ils sont en vie. En tant qu'ils sont en vie, on ne pourrait pas le savoir. Mais le jour qu'on les perd, qu'on va se retourner pour avoir des conseils ou bien des soutiens familial, c'est là qu'on peut savoir l'importance des parents. Donc moi, Dieu merci, j'ai encore un. J'espère qu'il me laissera vivant en longue vie. Mais ça faudra qu'on comprenne que nos parents, on doit prendre soin d'eux. Mais je crois que là, je cherche à tout faire. Une fois, comme j'ai eu mes papiers, essayer de partir pour voir sa tombe, au moins. Et voir mon père qui est vivant. Si Dieu me le permet. Pour le moment, tout se passe bien. Tout se passe bien. J'ai eu 2 enfants avec lui. Et ma première, il la considère comme sa fille. J'espère que ça va continuer comme ça. Maintenant, la seule combat qui me reste, c'est mon appartement. Ouais, c'est mon appartement. Donc, pour le papier, c'est vrai, ça a été dur. Pour le moment, c'est un an. Il faut avoir le papier 5 ans. Ou tu le renouvelles au moins 4 fois. Et ces 4 fois-là aussi, il faut avoir un travail en temps plein. Au moins le SMIC. Sinon, on ne te le change pas. On ne te donne pas le titre de séjour de 10 ans. La carte de résidence, donc ça, je ne pourrais pas l'avoir pour le moment. Là, je suis en temps complet, mais je suis même pas arrivée à la première renouvellement. Donc ça, je sais déjà que je ne pourrai pas avoir le 10 ans, ni l'année prochaine. Donc parce qu'il faut le changer au moins 3 ou 4 fois. Et puis ça, travailler aussi. Parce que si tu ne travailles pas, ça, on te le retire. Donc je me suis battue avec l'aide de l'accueil Goutte d'Or.
qui m'a vraiment soutenue dans cette situation. Quand j'ai trouvé mes papiers, je suis partie là-bas pour qu'on m'aide à faire un CV. Et c'est ce jour-là, comme par hasard, on a une autre copine qui est passée qui dit qu'il y a la formation d'aide ménagère. Bon, mon rêve, c'était pas ça. Mais comme j'ai besoin de travailler, donc j'ai accepté cette formation-là. Là, ils m'ont embauché. Je travaille. Et maintenant, je me bats pour obtenir mon logement. Et là, j'espère que je vais le tenir. Parce que je n'ai vraiment besoin. Et la souffrance que je subis aujourd'hui dans ce logement à laquel je vis. Donc, ça, je me battrai jusqu'à la fin. Et pour moi, je dis qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas baisser le bras. En tant qu'il y a la courage, on peut finir pour obtenir un bon résultat. Mais si on baisse le bras, pour moi, je dis que le bonheur ne vient pas à nous trouver. C'est nous qui devons se lever pour aller le chercher. Et j'espère qu'un jour, je viendrai vous montrer aussi que j'ai trouvé mon appartement. Si tu es accroché à un puits avant que la soif t'arrive, tu trouveras de l'eau pour boire. Mais si tu vas attendre que tu aies soif pour creuser un puits pour trouver de l'eau, ma fille, tu vas trop souffrir.